En fait, c'est pour vous donner quelques outils de discussion. Parce que les scientifiques, dans le fond, ils font plein de recherches, puis il faut que ça serve après ça. Et donc, mon rôle ici, c'est d'avoir décortiqué une recherche en particulier, puis d'essayer de vous transmettre des éléments qui sont importants là-dedans, puis qui peuvent éventuellement vous servir. Il est éteint? Merci. Donc, l'étude a été menée par un groupe d'hydrogéologues de l'Université du Québec à Montréal, de l'INRS, de Concordia. Ils sont toute une joyeuse gang qui ont travaillé et la publication s'est faite du rapport vers le mois d'août 2013. Donc, ça fait déjà un petit bout de temps. L'étude porte sur les eaux souterraines des basses-terres du Saint-Laurent. En fait, ce que les hydrogéologues cherchent à savoir, c'est ce qu'eux appellent le bruit de fond. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a actuellement dans l'eau des nappes phréatiques dans les basses-terres du Saint-Laurent pour avoir le temps zéro, en fait, qu'est-ce que ça a l'air maintenant, pour éventuellement pouvoir comparer si jamais il y aurait des pollutions qui arrivent et pour pouvoir essayer d'attribuer ces pollutions-là aux responsables. Alors, la recherche porte sur des puits domestiques, des puits municipaux et des puits d'observation. On a cherché les hydrocarbures légers, le méthane, l'éthane, le propane, 2 gaz rares, l'hélium et le radon. Je vais vous parler surtout de l'hélium, pas vraiment du radon. On a essayé de faire les signatures isotopiques que je vais vous expliquer tout à l'heure brièvement. Et on essaie de déterminer la provenance de ces substances-là. Si on les trouve dans l'eau, d'où viennent-elles, ces substances? L'étude couvre 14 000 km², il y a 130 puits d'étudiés, donc ce que je vous disais, résidentiels municipaux d'observation. 130 puits au total. Voici la carte. Voici la carte de la zone d'étude. Je vais changer de main. Alors, vous voyez ici, ça c'est le lac Saint-Pierre, okay, le fleuve Saint-Laurent, le lac Saint-Pierre. Donc, on a étudié toute cette région-là, ici jusqu'au contrefort des Appalaches, et un peu sur la rive sud, la rive nord, mais c'est surtout dans les basses-terres ici. Nous, on est actuellement à peu près là. Okay. Et ce que vous pouvez remarquer sur la carte, c'est que les zones d'études, je ne change pas de main. Oh, c'est écrit trop petit. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai écrit. Je vais juste vous montrer que où on est actuellement, on est super bien entouré par des puits de gaz de schiste. Alors là, vous avez le puits de Champlain qui est sur la rive nord, qui a été foré fracturé. Vous avez le puits de Gentilly qui a été aussi foré fracturé. Le puits de... je ne suis plus capable de le lire. Bécancour, OK. Fracturé aussi. 2 puits à Saint-Grégoire qui ont été forés mais pas fracturés. Et finalement, un dernier puits à Sainte-Gertrude qui a été foré et non fracturé. Fait que nous, on est au milieu actuellement de tous ces beaux puits-là. Les résultats qu'on a obtenus dans cette étude-là, 90% des puits à l'étude possédaient du méthane. Il y avait du méthane à l'intérieur. Et on peut voir que le méthane, il y en avait dans 117 puits. La moyenne n'était pas très élevée, 3,81 mg par litre, ou des ppm si vous préférez, mais il y en a un maximum qui était à 45,91 ppm. Il y avait de l'éthane dans 42 puits et du propane dans 10 de ces puits-là. Le puits qui contient 45,9 ppm est à Bécancour. C'est le puits ROC 09, donc il est ici. 18 des puits qui possèdent du méthane ont des concentrations plus grandes que 7 mg par litre. Donc, on est exactement là. Le puits qui est à 45, qui est ici, c'est la région de Bécancour. Le méthane. On ne sait peut-être pas, là, mais le méthane, c'est d'avoir un gaz incolore, inodore et sans saveur. Okay? Donc, on ne le détecte pas à moins de mettre un produit dedans pour lui donner une odeur, ce qu'on fait d'ailleurs pour nos poêles à gaz. C'est un gaz qui n'est pas absorbé par l'organisme, donc pas par la peau, mais c'est un asphyxiant simple, c'est-à-dire qu'il remplace l'oxygène dans vos poumons s'il est présent en grande quantité. Donc, on peut mourir d'asphyxie avec le méthane, et il est inflammable et explosif. Donc, il saute à partir d'une certaine concentration si vous avez une étincelle proche. Dans l'eau, le seuil d'alerte, c'est 7 mg. Okay? Ça, c'est le seuil d'alerte. On est supposé déjà commencer à intervenir si on trouve au moins 7 mg de méthane dans l'eau. Il faut faire de la ventilation et modifier notre système d'alimentation en eau si c'est plus grand que 28.
Et le puits dont je vous ai parlé tout à l'heure à Bécancour, il était à 0,9. Oui, celui-ci. Je vous rappelle la différence entre deux types de méthane. En fait, c'est toujours du méthane, ça a toujours les mêmes propriétés inflammables, les mêmes propriétés asphyxiantes. Mais selon l'origine du méthane, vous avez du méthane qu'on appelle biogénique. C'est un méthane qui va être formé près de la surface du sol par l'activité de bactéries qui vont décomposer, fermenter de la matière organique. Et ces gisements-là sont souvent des petits gisements. Okay? Alors que le méthane qu'on appelle thermogénique est un méthane qui est produit dans les profondeurs, très très profondément habituellement, par craquage plutôt que fermentation, donc craquage de kérogène, de genre d'hydrocarbures, sous la forte pression et forte température. Ce méthane-là est souvent accompagné d'éthane et de propane, ce qui n'est pas le cas de l'autre méthane dont on a parlé avant, le méthane biogénique. Donc l'un comme l'autre, c'est le même méthane, c'est juste que c'est l'origine qui diffère. Et on est capable de différencier le méthane selon son origine, selon qu'il est biogénique ou thermogénique, en utilisant ce qu'on appelle la signature isotopique. Il ne faut pas un cours de chimie ici, là, mais juste pour voir que dans les 73 puits à l'étude qui avaient assez de méthane pour qu'on puisse procéder à cette caractérisation-là, il y en avait 19 qui étaient surtout thermogéniques. Ça veut dire que le méthane qui est dans ces puits-là ne provient pas de gisements de surface, mais de gisements de profondeur. Et 31 des puits où on a pu faire la signature, ce qu'on appelle la signature isotopique, donc retracer l'origine du méthane, c'était du méthane surtout biogénique. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il y a déjà dans l'eau de certains puits du méthane qui provient des profondeurs, même si on n'a pas encore fait de fracturation ou de travaux de gaz de schiste autour de ces puits-là. Ça signifie que, si je regarde la carte géologique, c'est petit encore, mais vous allez voir que vous voyez peut-être les lignes qui traversent. On est encore ici, là, exactement là. Près de Bécancour, il y a la faille de Saint-Angèle, il y a la faille de Yamaska, il y a la faille de Logan, qui n'est pas trop loin, il y a la faille d'Aston. Ça, c'est toutes des fractures dans le sol. Donc, il y en a énormément dans la région. C'est une région qui est extrêmement fracturée. Ce qui veut dire que, j'avais mis en plus gros ici, c'est ça, on le voit là, ça c'est la faille de Saint-Angèle, la faille de Yamaska, ça c'est l'anticlinal, ça c'est la faille de Aston et la faille de Logan, les lignes que vous voyez là. Alors ce que ça fait, ça c'est que c'est des zones, donc je les avais mis de même, c'est des voies préférentielles pour la remontée de fluide vers la surface. J'ai trouvé dans la littérature qu'il y a des fractures de l'ordre de 10 micromètres à 10 mm peuvent permettre la remontée à des vitesses de jusqu'à 1 km de gaz par jour. Ils peuvent aller aussi vite qu'1 km dans ces failles-là. Les zones de cisaillement, ça c'est des zones où il y a eu des mini-fractures autour des grosses failles de Logan, par exemple, et d'Aston. C'est des voies préférentielles pour la remontée de gaz, parce que c'est des régions qui sont de forte perméabilité. C'est pas vrai que c'est imperméable. L'industrie pétrolière nous dit toujours que les systèmes de failles sont parfaitement scellés dans les basses terres du Saint-Laurent. C'est complètement faux. La preuve en est tous les suintements d'hydrocarbures qu'on trouve un peu partout dans toutes les basses terres du Saint-Laurent. La proximité des failles est un facteur pour la concentration de méthane. C'est-à-dire que plusieurs des puits qui possédaient des fortes concentrations de méthane se situent à proximité de failles. Donc, ça facilite la remontée. Une fracturation plus... Donc, dans le rapport, c'est décrit clairement qu'une fracturation plus intense de la roche à proximité de ces gros accidents tectoniques, les accidents tectoniques, c'est les failles, les fractures, pourrait faciliter le transfert du gaz dans les nappes d'eau souterraines. Okay. Si le gaz peut remonter, qu'en est-il de tous les produits de fracturation qu'on va avoir injectés qui, eux aussi, éventuellement, pourraient remonter dans les aquifères? Le deuxième dont je voulais vous parler, à part du méthane, c'est l'hélium. L'hélium, c'est un gaz rare. Il y en a dans l'atmosphère, vous en respirez, c'est un gaz inerte. Et il est en faible concentration. On ne l'appelle pas rare pour rien. Donc, l'origine possible de l'hélium, c'est soit de l'hélium qui était dans l'atmosphère qui se dissout dans l'eau, donc on va trouver de l'hélium dans l'eau. Soit l'hélium peut provenir de la désintégration de l'uranium et du thorium, qui sont des éléments chimiques radioactifs, qui se désintègrent et qui éventuellement donnent de l'hélium.
Et cet hélium-là peut se ramasser dans l'eau aussi. Si l'eau circule dans un substrat où il y a ces deux éléments chimiques-là qui se désintègrent tranquillement. Alors, dans les aquifères du bassin versant de la rivière Bécancour, donc on est encore ici, on a trouvé de l'hélium dans des valeurs de 10 à 1000 fois plus concentrées que ce qui serait normal si c'était de l'hélium atmosphérique, ce serait dissous dans l'eau. Vous voyez? S'il y a eu juste de l'hélium de l'atmosphère, il y en aurait un peu dans l'eau, mais pas 1000 fois comme ce que ça aurait donné si ça provient de l'atmosphère. D'où vient cet hélium? Voici la question. 130 puits à l'étude, il y avait tout de l'hélium. 7,2, on sait que c'est de l'hélium atmosphérique, et 123 de l'hélium radiogénique, donc de l'hélium qui provient de la désintégration de l'uranium et du thorium des roches. L'hélium, donc présent dans l'eau, est radiogénique, provenant de la désintégration, comme je vous le dis. Normalement, cet hélium-là va s'accumuler dans l'eau avec le temps. Pour avoir des concentrations aussi élevées, on peut penser que l'eau, dans l'aquifère, a gagné de l'hélium tranquillement au fil des années, on a gagné, et il est rendu avec des concentrations aussi élevées. Possiblement. Sauf que pour accumuler autant d'hélium, il faudrait que l'eau qui est dans l'aquifère soit aussi vieille que 2800 à 520 000 ans. Ça prendrait tout ce temps-là pour accumuler tout cet hélium. Alors qu'en réalité, l'âge de l'eau est autour de 30 à 50 ans, mettons 40 ans. Ce qui veut dire que ce n'est pas un processus des roches qui sont de l'eau et dans les roches, mettons, ce n'est pas ces roches-là qui se sont tranquillement, qui ont libéré de l'hélium. Parce que l'eau, elle a juste 30 à 50 ans. Et ça aurait pris 200 000 ans avant que ça s'accumule. Et pas ça. C'est le seul mot que je suis en espagnol. Je suis meilleure en latin. Migration de l'hélium depuis des formations plus profondes, ce qui veut dire qu'il y a vraiment une transmissivité verticale à travers les formations géologiques pour atteindre la surface des aquifères. Des failles là-dedans. La forte concentration d'hélium se retrouve dans l'eau des puits résidentiels et municipaux dans le centre du Québec plus particulièrement. Tu sais, si on compare toutes les basses terres du Saint-Laurent, c'est plus dans le centre du Québec. Donc ici, Drummondville, entre autres. Et comme pour le méthane, la proximité d'une faille est liée à une activité accrue de l'hélium. Autrement dit, ce que ça veut dire, le méthane et l'hélium, on va en trouver plus dans l'eau des aquifères qui sont en bordure, qui sont près des failles. Ce qui veut dire que ces failles-là vont permettre la remontée de substances à partir des profondeurs. J'ai fini. Ça finirait là. Je voulais pas la couper du tout. C'était simplement lui dire qu'elle avait encore 3 minutes. Alors, est-ce que on se lance dans les questions?